Quand je pose la question qu'est-ce que vous connaissez des maisons passives à des personnes qui viennent me rencontrer sur ce sujet, les réponses sont souvent floues et la notion d'autonomie en énergie revient souvent. Alors, ce n'est clairement pas le cas des maisons passives. C'est pourquoi je vous propose de clarifier ces concepts et de voir comment les maisons passives et l'autonomie sont liées. Bon, tout d'abord, précisons la notion de maison autonome. Une maison autonome est une maison partiellement ou complètement coupée des réseaux communs. L'eau, le gaz, l'électricité, l'assainissement. Il y a donc différents niveaux d'autonomie. On peut être autonome sur un réseau et pas sur l'autre. Et sur un réseau donné, on peut être autonome partiellement ou complètement. Donc on va détailler les différentes possibilités. Bon, commençons par l'assainissement qui est le plus simple à traiter et à comprendre, puisque un grand nombre de maisons sont déjà autonomes car non reliées au tout à l'égout. Il existe de nombreuses façons de traiter les eaux vannes de façon autonome, la plus connue étant la fosse septique, sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce qu'elle est très connue. Je vais plutôt vous parler de la manière la plus écologique à mon sens, la phytoépuration. Cela consiste à mettre en place 2 bassins de l'ordre d'une dizaine de mètres carrés chacun pour une famille de 4 personnes. Le premier bassin est un filtre vertical planté de roseaux. La matière et l'eau passent à travers les différentes couches de granulats dans lesquelles les racines des roseaux puisent leurs nutriments. Le second bassin est un filtre horizontal planté de différentes plantes se nourrissant chacune de nutriments et de polluants différents. Et à la sortie, vous avez une eau qui peut être rejetée dans la nature, par exemple, par épandage, par fossé, par mare, etc. Alors, c'est un système qui ne coûte pas plus cher qu'une fosse septique et qui nécessite très peu d'entretien. C'est plutôt esthétique, et ça peut facilement accepter une grosse surcharge ponctuelle, par exemple de nombreux invités sur un week-end. Ça se met plutôt facilement en place en autoconstruction. Et si vous optez pour des toilettes sèches, vous pouvez réduire la surface et le coût de votre système d'épuration. C'est donc le système d'épuration autonome par excellence. Intéressons-nous maintenant à l'eau. En France, la consommation moyenne par habitant est de l'ordre de 150 litres par jour. Ce qui est énorme, et peut facilement être réduit. Donc dans l'ordre des consommations, le bain et les douches vont en représenter à peu près 40%, les toilettes 20%, laver, comme la vaisselle, le linge, etc., 20 autres %, la cuisine 6%, et boire 1%. Le reste, ça concerne l'arrosage, le lavage des voitures, etc., des choses moins identifiées. On peut facilement réduire ce chiffre. Douche rapide, économiseur d'eau, appareil sobre, toilettes sèches, etc. Mais surtout, on a réellement besoin d'eau potable pour 1% de notre consommation, soit 6 litres par jour pour une famille de 4 personnes. Le reste peut être alimenté par de l'eau de pluie, qui a comme avantage d'être gratuite, saine, et non calcaire d'ailleurs. Donc regardons si c'est possible en France. La pluviométrie moyenne annuelle est de l'ordre de 800 mm par an. Alors, elle varie beaucoup entre les régions, de 500 à 1700. Mais cela représente en moyenne à peu près 800 litres par mètre carré horizontal. Donc une maison de 100 mètres carrés habitable, pour 4 personnes, possède généralement un toit de l'ordre de 120 mètres carrés, qui va donc recevoir 800 x 120, 96 mètres cubes par an. Et ça permet d'alimenter à peu près 65 litres par jour et par habitant. En gros, un peu moins de la moitié de la consommation moyenne. Donc vous voyez qu'avec une utilisation économe de l'eau, l'autonomie complète est parfaitement atteignable dans une grande partie du pays. Et l'eau à boire, l'eau qu'on consomme, peut venir de l'eau de pluie avec un système de filtration adapté. Ou sinon, on peut opter pour une autonomie partielle avec 2 réseaux. Le réseau de l'eau à boire alimenté par de l'eau potable de ville, les autres réseaux alimentés par de l'eau de pluie, et avec une bascule sur l'eau du réseau en cas de pénurie. C'est plutôt assez simple à mettre en œuvre. Enfin, il reste le réseau le plus problématique, celui de l'électricité. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, puisque ça dépend de très nombreux critères. Tout d'abord, comment être autonome en électricité ? Il faut générer l'électricité, ensuite la stocker, pour enfin pouvoir la consommer. Et évidemment, on consomme de l'électricité principalement au moment
ou on ne peut pas la produire, par exemple la nuit. Il faut donc dimensionner sa capacité de stockage en fonction de son besoin en consommation, puis ensuite sa puissance de production en fonction de sa capacité de stockage. Donc on comprend que tout part de la consommation, et on ne peut pas réfléchir en consommation moyenne, mais plutôt en pointe de consommation, que des batteries de stockage doivent pouvoir assumer. Ces batteries vont déterminer un nombre d'heures d'autonomie, qui vont augmenter dès que la source de production d'électricité va fonctionner. Mais cette source de production étant intermittente, le solaire ou l'éolien, et ayant des rendements très variables, en fonction des conditions météo, on voit bien qu'une autonomie réelle conduit à une inflation de la capacité de production et de stockage, et donc à des coûts complètement disproportionnés. Donc l'autonomie optimale consiste donc à dimensionner son installation pour répondre à une consommation moyenne tout en évitant les pics de consommation et plutôt en s'adaptant avec son comportement. Donc regardons plus concrètement. J'ai pris une maison passive dont j'ai calculé le PHPP. La consommation moyenne de cette maison passive est de l'ordre de 20 kWh par mètre carré par an d'électricité domestique, c'est-à-dire hors chauffage, soit en moyenne 5,5 kWh par jour pour cette maison de 100 mètres carrés. Le besoin de chauffage est de 13 kWh par mètre carré par an, avec une pointe à 4 kWh par mètre carré par mois sur décembre, c'est le pire. Soit 4 fois 100 divisé par 30, c'est-à-dire 13 kWh de chauffage par jour en décembre. On a donc un total de 18,5 kWh pour un jour de décembre. Un panneau solaire a une capacité moyenne en hiver de 1,6 Wh par watt de puissance. Il faut donc des panneaux d'une capacité de l'ordre de 18,5 sur 1,6, soit environ 12 kW crête. Sachant qu'un panneau fait environ 200 watts crête par mètre carré, il faudra 60 mètres carrés de panneaux en fonctionnement moyen pour générer l'électricité du mois de décembre. Bon. Du côté des batteries maintenant, elles ne doivent pas être vidées à plus de 80% sous peine de réduire fortement leur durée de vie. Il faut donc une capacité de 18,5 sur 0,8, soit environ 24 kWh. À 24 volts, ça donne 1000 ampères-heure de capacité de stockage pour un jour d'autonomie complète sans recharge. Le coût d'un parc de batteries de cette capacité est très variable selon les technologies utilisées et les durées de vie qui vont avec. Mais il y a un point assez intéressant à regarder. Le coût moyen du kilowattheure fourni par les batteries au cours de leur durée de vie. Il est de l'ordre de 15 centimes par kilowattheure, soit le même que celui fourni par le réseau électrique. Et j'ai pas compté le coût de production pour recharger les batteries, c'est-à-dire celui des panneaux solaires. Donc, deux conclusions s'imposent. Le calcul que je viens de vous faire dimensionne une installation avec des consommations et des productions moyennes en hiver. Il est donc impératif d'adapter l'un à l'autre en fonction des aléas. Soit vous voulez un taux de service important sur votre installation. Il faut donc la surdimensionner pour faire face à un froid ponctuel plus intense ou à un ensoleillement moins important que la moyenne, par exemple une semaine de temps très gris ou de brouillard. Soit vous adaptez votre consommation à votre capacité de production en dégradant vos usages, en admettant par exemple temporairement une température plus basse ou en utilisant un chauffage d'appoint non électrique. Et surtout en veillant à ne pas utiliser les appareils les plus consommateurs, comme le lave-linge, le four, etc. pendant ces périodes. Donc dans le premier cas, un taux de service important va nécessiter un investissement plus important. Et dans le second, il vous faudra de la souplesse dans vos usages, en vous adaptant à la météo. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, ce n'est pas économiquement intéressant. Le prix du kilowattheure fourni, c'est-à-dire produit puis consommé, dépasse encore largement le prix du kilowattheure fourni par le réseau électrique. Et même en intégrant un des coûts fixes, comme les abonnements, etc., et même si ce prix est en forte augmentation, il y a peu de chances que ces deux courbes se croisent prochainement. Alors, pourquoi construire une maison autonome? Alors, à mon sens, l'enjeu est ailleurs. Alors, je vais vous livrer le fruit d'une réflexion personnelle et qui est tout à fait soumise à débat. Donc, ne vous gênez pas pour réagir et enrichir un peu cette réflexion. Si on s'intéresse à notre réseau électrique, et notamment à comment il est alimenté, on constate certains points assez inquiétants. Il y a encore 20 ans, notre électricité était produite de manière assez simple.
de grosses turbines mécaniques, de l'ordre d'une centaine en France, produisaient notre électricité de manière assez centralisée, donc plutôt facilement pilotable. Il faut savoir que nous avons besoin en permanence d'adapter notre production à notre consommation. Nous avons donc besoin à la fois de moduler notre production à la hausse ou à la baisse, et aussi de réserves de production mobilisables en cas d'une défaillance ou d'un épisode extrême. En France, ont été définis 3 niveaux de réserve. Celles mobilisables en quelques heures, ce sont en gros les centrales nucléaires. Celles mobilisables en quelques minutes, plutôt les centrales à charbon ou à pétrole. Et celles mobilisables en moins d'une minute, pour réagir rapidement, voire en quelques secondes, ça peut être les centrales à pétrole, mais aussi, surtout, l'électricité hydraulique, en fait nos barrages. Toutes ces centrales sont pilotées en fonction des besoins des industries, des collectivités et des particuliers. Et besoins assez prévisibles, car calés principalement sur la météo. Et en Europe, plutôt que d'avoir chacun nos réserves de capacité pour faire face aux aléas, nous avons décidé d'interconnecter l'ensemble de nos réseaux et de mutualiser nos réserves. Cela nous permet d'ailleurs d'exporter les surcapacités de certains pays d'Europe vers les sous-capacités structurelles ou conjoncturelles d'autres, en partant du principe qu'il ne fait pas nuit ou froid partout en même temps. Alors, cela fonctionne plutôt pas mal, puisque vous n'avez rien remarqué jusqu'à maintenant. Or, il y a quelques années, lors d'une vague de froid en Europe, une grosse centrale d'un des pays d'Europe centrale est tombée en panne suite à un incendie, privant l'Europe d'une grosse capacité de production. Et là, patatras, notre production totale, réserve incluse, ne suivait plus au pire moment, au mois de décembre. Alors dans ce cas, il reste un dernier atout. Modifier la fréquence des 50 Hz. C'est le dernier ajustement possible pour affiner l'adéquation entre la capacité de production et la consommation. Moduler la fréquence entre 49,9 et 50,1 Hz pour ajuster l'ensemble. Et donc pendant plusieurs semaines, nous avons reçu l'électricité en dessous des 50 Hz. Mais ce n'est pas neutre, car certains de nos appareils se calent sur cette fréquence, d'habitude très stable, pour calculer par exemple le temps. Et c'est pourquoi, si vous vous en souvenez, nous avons dû remettre à jour les horloges de nos appareils électroménagers comme nos fours. Ils avaient pris de l'ordre d'une dizaine de minutes de retard en quelques semaines. Donc en dehors de l'anecdote, qu'est-ce que ça montre? Nous sommes assez proches du maximum de nos capacités de production en Europe. Alors vous allez me dire, pas de problème, on les augmente ces capacités, on installe des panneaux solaires, des éoliennes partout. Effectivement, mais ça suffit tout juste à compenser la hausse de notre consommation. Parce que même si nos appareils électriques sont moins énergivores qu'avant, nous les multiplions. Même si nos maisons sont mieux isolées, nous remplaçons des chauffages au fioul et au gaz par des pompes à chaleur, et avec un COP assez désastreux en hiver ou en été. Nous plongeons allègrement dans le monde numérique et la dématérialisation, et ce qui représente déjà aujourd'hui la consommation d'un gros pays, et c'est pas prêt de s'arrêter. Et enfin, il va bien falloir recharger nos voitures électriques un jour. Bref, nous avons devant nous une consommation qui va fortement augmenter. Alors, du côté de la production, quelles sont les perspectives? Bon, là, c'est la grande incertitude. L'hydraulique ne peut plus se développer car déjà proche du maximum de son potentiel. Le nucléaire cherche un second souffle, qu'il a de plus en plus de mal à trouver, des centrales vieillissantes, un EPR hors de prix et qui ne convainc pas encore, des projets de mini-centrales qui sont encore sur le papier, et le tout avec des coûts très visiblement sous-estimés, et dont on prend conscience qu'ils deviennent du même ordre que celui des énergies renouvelables, qui vont être de plus en plus compétitives. On est maintenant à la croisée des chemins. Il y a autant de raisons d'arrêter le nucléaire que de le continuer, ce qui va nécessairement provoquer des atermoiements, des hésitations politiques, et ça va nous faire perdre un temps précieux au gré des alternances politiques futures. Accessoirement, qui va accepter qu'on construise de nouvelles centrales nucléaires proches de chez lui? Quand on voit déjà la levée de boucliers pour de simples éoliennes. Heureusement, il nous reste enfin les énergies renouvelables, principalement l'éolien et le solaire. Elles semblent être capables de suffire à notre consommation si on accompagne leur développement de mesures fortes d'économie d'énergie. Alors, est-ce pour autant que nous sommes sauvés? Pour moi, pas vraiment. Bien au contraire. Car remplacer nos grosses centrales par des énergies renouvelables représente
En fait, deux inconvénients. Premièrement, on complexifie énormément le réseau, qui jusqu'à maintenant était assez simple. D'un côté, peu de sites producteurs, plutôt très puissants, une multitude de consommateurs, avec au milieu un réseau d'acheminement en arborescence, donc plutôt facilement pilotable. Avec les énergies renouvelables, ce sont des millions de petits producteurs qui vont côtoyer les consommateurs. Alors certes, c'est la fin des grandes lignes à haute tension, qui sont moches et déperditives, mais au prix d'un réseau d'une extrême complexité, donc beaucoup plus instable. Et cette instabilité est augmentée par la nature même des machines. Lorsqu'une centrale thermique, qui est une machine physique, avec des rotors, des aimants, lorsque celle-ci s'arrête, il reste une inertie mécanique qui laisse le temps au système de secours de prendre le relais. En gros, elle s'arrête lentement. Mais quand un champ solaire tombe en panne, c'est binaire, c'est d'un coup. Il s'arrête net et augmente ainsi le risque d'effet domino sur d'autres systèmes. Et deuxièmement, notre réseau électrique est très largement interconnecté avec un autre système qui se complexifie aussi, celui de la communication. Les pannes d'Internet, de fournisseurs du cloud, de la téléphonie ont tendance à augmenter, Et quand deux systèmes instables sont interconnectés entre eux, le risque d'instabilité de l'ensemble explose. Bref, tout ça pour vous dire que le problème du futur ne va pas être celui du prix de l'électricité, mais bien celui de sa disponibilité. Le risque de coupure régulière, plus ou moins longue, va augmenter. Ceux qui, comme moi, ont plus de 50 ans, se souviennent sûrement qu'il n'était pas rare d'être privé d'électricité pendant quelques heures dans les années 70 ou 80. Et si on ajoute les risques de dégâts des épisodes climatiques extrêmes, vous comprenez qu'il est assez légitime de chercher à avoir quelques heures ou quelques jours d'autonomie électrique pour faire face à cette instabilité qui se profile à l'horizon. D'autant plus que les particuliers seront les derniers sur la liste des priorités. On alimente d'abord les services de l'État, les grosses infrastructures, les sites industriels, les villes, et puis enfin les maisons particulières. Enfin, on ne peut pas parler d'autonomie électrique sans parler des batteries de stockage. Aujourd'hui, une grande partie des moyens de production de batteries sont mis au service de l'automobile. L'explosion de la demande en véhicules électriques induit une très grande consommation des composants chimiques nécessaires à la fabrication de ces batteries. Et ces batteries ne sont pas recyclables pour l'instant. Mais ne nous trompons pas, ces composants sont rares et sont bientôt épuisés. Donc l'enjeu des prochaines années sera de le recycler de façon écologique. Mais en attendant, les batteries en fin de vie vont s'accumuler. Or, une batterie en fin de vie pour une voiture n'est pas inutilisable pour autant. Une batterie perd environ 2% de sa capacité par an. Donc au bout de 10 ans, elle n'a plus que 80% de sa capacité d'origine. Donc la voiture n'a plus que 80% de son autonomie d'origine, qui d'ailleurs n'était pas très très élevée. Elles sont donc remplacées par des batteries neuves au bout d'environ 10 ans. Mais ces batteries ont encore une bonne capacité de fonctionnement, jusqu'à à peu près 50% de leur capacité d'origine. Après, les performances chutent très rapidement et il faut cette fois-ci les recycler. Donc il va leur rester environ 15 ans de durée de vie, dans des conditions parfaitement compatibles avec du stockage domestique. Elles sont en train d'arriver sur le marché. Les premières voitures électriques ont environ 10 ans. Et il y a fort à parier qu'un marché de la batterie d'occasion, pour des applications moins exigeantes que la voiture, va se structurer et offrira sûrement des opportunités de stockage économique. Donc en résumé, l'autonomie complète est complexe ou très dispendieuse à atteindre. En revanche, une autonomie partielle sur l'eau, mais surtout sur l'électricité, a du sens si on en prend en compte l'incertitude sur la régularité de la fourniture future d'électricité. Et il est évident que l'autonomie partielle électrique sera d'autant moins chère que la maison sera économe en consommation et possédera notamment une grande inertie thermique. Et c'est là qu'on peut revenir au sujet. Une maison autonome sera d'autant plus facile à réaliser qu'elle sera passive. Sa conception la rend particulièrement économe et résiliente en cas de coupure, à condition que la coupure d'électricité ait été anticipée. En effet, si elle a lieu en pleine nuit alors que vos BSO électriques sont fermés, vous aurez beau avoir du soleil le lendemain, vous n'en profiterez pas. Donc si le fonctionnement d'une maison passive dépend d'un peu d'électricité, il lui faudra un degré minimum d'autonomie. Alors,
soit par un groupe électrogène, hein, évidemment que je ne recommande pas, hein, pour d'évidentes raisons écologiques, soit par des batteries. Et c'est donc là que ces deux concepts sont reliés. Une maison sera d'autant plus autonome qu'elle sera passive, et une maison passive a besoin d'un minimum d'autonomie pour fonctionner de manière résiliente. Alors, n'hésitez pas à réagir hein, et à compléter, alors notamment ceux qui ont une réelle compétence en réseau électrique hein, pour étoffer ce débat.